Je suis kinésithérapeute dans les Yvelines et je travaille sur le cancer du sein depuis un certain temps et je donne des cours à l'IFMK de Melun-les-Mureaux. Donc, le cancer du sein. On a à peu près 400 000 cancers par an, tout confondu, hein, hommes et femmes. Donc, les hommes ont plus de cancers que les femmes. Mais le cancer du sein reste le premier cancer féminin, hein, puisque un cancer sur 3 chez les femmes est un cancer du sein. Et on peut aussi dire qu'une femme sur 8 est touchée, mais ça, je pense que par an, je pense que ça, vous le saviez avec les campagnes de Octobre Rose. D'autre part, donc chaque année, on déplore malheureusement près de 59 000 nouveaux cas de cancer du sein en France, avec un taux de décès à près de 12 000 décès par an. Mais par contre, c'est un cancer qui se soigne très bien, hein, puisqu'on a une survie nette à 5 ans de 87% et à 10 ans de 76%. Donc il y a beaucoup d'idées fausses, hein, sur les origines du cancer du sein. En réalité, on ne sait pas trop quelle est l'origine, hein, sauf quand c'est vraiment génétique, ce qui est quand même assez rare. Il y a beaucoup d'idées fausses sur les origines du cancer du sein, notamment le stress, le tabac, le soleil. Donc le stress ne provoque pas de cancer du sein. Par contre, le cancer du sein, lui, est bien une cause de stress. Le tabac non plus, curieusement, qui est un des premiers facteurs de cancer, hein, tout confondu. Mais par contre, on a constaté que les fumeuses boivent plus d'alcool que les non-fumeuses et que l'alcool, elle, par contre, est bien cause de cancer du sein. Le soleil, c'est pareil, hein, on a fait à une certaine époque, c'est un peu moins maintenant, beaucoup de seins nus sur les plages, ce n'est pas une cause de cancer du sein. Par contre, le soleil provoque bien des cancers de la peau. On a certains aliments aussi qui ont été décriés, mais on n'a pas eu de preuves solides. Et enfin, les soutiens-gorge, baleines, déodorants, pareil, pas de preuves solides. Alors, rapidement, une petite anatomie du sein. Donc, vous voyez bien, on a du sein ici, vu de profil. Donc ici, on a les côtes, le grand pectoral ici. On a toute la glande mammaire, c'est tout ce qui est violet en fait, hein. Donc ça part du mamelon vers les canaux galactophores, c'est par là que sort le lait. Les lobes, qui sont composés de mini-lobules. À tout ça, c'est intéressant de savoir tout ça. Le reste, là, ce qui est en jaune, c'est du gras. C'est que les cancers, on va les retrouver à différents endroits dans le sein. Donc, on va avoir le cancer qui est in situ, en fait, dans un canal galactophore, ou alors, s'il est plus avancé, on va l'appeler infiltrant, c'est qu'il aura dépassé le canal. Ça, c'est pour comprendre un peu tout le vocabulaire qui est donné dans les comptes rendus d'anapathocytologie qui sont assez costauds parce que plein de symboles, plein de références. D'autre part, on a aussi donc des lobulaires infiltrants. On a aussi la maladie de Paget, c'est juste un cancer au niveau du mamelon. Et enfin, un cancer qui est assez rare, qui est une tumeur en fait dans le tissu conjonctif. Voilà les différents endroits où peuvent se mettre les tumeurs. Alors, volontairement, pour cette classe virtuelle, je ne vais pas passer en revue toutes les méthodes chirurgicales ni les traitements, mais je vous donne tous les traitements qui sont utilisés en traitements médicaux et je développerai plus volontiers les traitements de kinésithérapie. Donc, dans cette prise en charge médicale, si on découvre qu'il y a un cancer, une tumeur, on aura fait une biopsie qui aura mis en évidence cela, on va proposer en fait à la patiente, le seul moyen en fait c'est la chirurgie. Donc une chirurgie, elle sera associée ou non à une chimiothérapie. Cette même chimiothérapie peut même être commencée avant la chirurgie quand on est face à des tumeurs très grosses et on préfère les chirurgiens, enfin l'équipe, parce que c'est vraiment un travail d'équipe à l'hôpital ou dans les centres privés, c'est de décider de faire une chimiothérapie pour faire d'abord diminuer la taille de la tumeur et à la suite de quoi, donc chimio, chirurgie, à la suite de quoi en général il n'y a pas de chimio mais il peut y avoir une suite de chimio si elle n'a pas été assez efficace. Ensuite il peut y avoir une radiothérapie.
Une hormonothérapie, c'est-à-dire en fait si le cancer est hormonodépendant, donc les femmes auront un traitement pendant 5 ans, c'est une tendance à aller jusqu'à 10 ans de traitement anti-hormonal, c'est-à-dire anti-œstrogène, anti-progestérone, et éventuellement une thérapie ciblée, qu'on appelle aussi immunothérapie, s'il y a la présence d'une certaine protéine dans une quantité assez importante. Je reviendrai un petit peu dessus si vous avez des questions là-dessus, mais volontairement, je n'ai pas développé ces parties-là. Donc, en kinésithérapie. Donc, ce dessin, en fait, vous pouvez zoomer dessus. C'est en fait une dessinatrice qui avait fait avec Frédéric Srour l'arrivée d'une patiente. Il y a eu un poster de fait qui avait été distribué à Rééduca et qui avait fait, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans ma salle d'attente, il est très très sympa et les patientes ont une vue rapide de la prise en charge de la kinésithérapie après le cancer du sein. Donc là, je vais vous zoomer parce que vraiment c'est très petit. C'est quel bilan fait-on pour un cancer du sein? Bon, mis à part les choses classiques, on va passer directement à l'histoire de la maladie. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de remplir, c'est de pouvoir comprendre en fait quel a été le parcours de la patiente. Donc, il y a plein d'abréviations qu'on retrouve dans ces comptes rendus, savoir si c'est un cancer in situ, si c'est un lobulaire, un canalaire in situ, un lobulaire in situ, si c'est un canalaire infiltrant, CI. Vous voyez plein de choses, les différents grades. Tout ça est donné dans le compte-rendu d'Anapat. Le type de chirurgie, donc, on va avoir 2 types de chirurgie. Soit on enlève juste la tumeur, et s'il y en a plusieurs, il n'est pas conseillé d'enlever trop de tumeurs, on enlève carrément le sein parce que le sein serait tellement déformé que ce serait plus horrible que d'enlever complètement le sein. Donc, à ça, on regarde, on renseigne aussi si c'est hormonodépendant, donc on a le RE ici, excusez-moi, le RE ici, qui veut dire récepteur œstrogène, récepteur progestérone pour RP. Savoir s'il y a cette fameuse protéine qui s'appelle HER2 qui est surexprimée. Si elle est exprimée à plus de 25%, on va proposer en même temps que la chimiothérapie un traitement contre cette protéine qui nourrit en fait les cellules cancéreuses. Et puis, si ces 3 notions sont négatives, dites négatives, souvent on va appeler ça des triples négatifs. On va voir moins sur les comptes rendus. Et là, le chirurgien ou l'oncologue va vouloir aller faire une recherche génétique. Parce que du coup, on ne sait pas d'où vient ce cancer et comment il risque de se récidiver. Parce que la crainte, c'est la récidive. Donc, contre les récepteurs, contre les problèmes hormonaux, on sait faire. On fait un traitement anti-hormonal pendant 5 à 10 ans. Contre la protéine surexprimée, on sait faire aussi. Mais contre la génétique, ce sera du prophylactique. On sera obligé de proposer à la patiente d'avoir une mastectomie contralatérale et aussi les annexectomies, c'est horrible. On enlève les annexes, c'est-à-dire on enlève l'ovaire et l'utérus. Voilà, et on appelle ça BRCA parce que c'est le gène BRCA1 ou 2 qui est une forte prédisposition de 50 à 80% de développer un cancer du sein pour les porteuses de cette mutation de ce gène. Donc on regarde aussi si elle a déjà un traitement anti-hormonal, selon si c'est une femme qui va avoir si elle est ménopausée ou pas ménopausée, on va leur proposer des médicaments différents, alors qu'ils sont vraiment pas très bien supportés par les patientes. Mais comme me disait un oncologue, maintenant avec les réseaux sociaux, les personnes sont très informées et donc elles arrivent avec beaucoup d'informations et avant de commencer le traitement, dès le lendemain, elles ont déjà tous les effets secondaires. Mais ça reste dans la balance bénéfice-risque important et c'est pas à nous de leur dire de prendre ou pas prendre le traitement, c'est pas notre rôle, mais on sait qu'il y a un abandon à 3 ans de plus de 30%.
des personnes arrêtent leur traitement, ce qui est une perte de chance pour elles au final. Ensuite, donc, il existe, je ne sais pas si vous connaissez la technique, quand on va faire une tumorectomie ou même une mastectomie, avant d'enlever systématiquement la chaîne des ganglions dans le creux axillaire, ce qui provoquait beaucoup de comorbidité, à savoir des risques de lymphœdème importants. Depuis pas mal de temps, je me souviens plus depuis combien de temps, mais ça commence à dater. On s'était rendu compte, ils s'étaient rendu compte que quand ils enlevaient la chaîne ganglionnaire, ben, il y avait 80% des cas où la chaîne n'était pas atteinte et on avait retiré tous ces ganglions pour rien. Donc, ils ont trouvé un moyen de repérer les premiers ganglions qui vont être drainés par la tumeur. La tumeur, en fait, va aller, donc ils vont mettre à partir de la zone de la tumeur un bleu de patenté pour le repérer au moment de l'opération. Et on va voir 1, 2 ou 3 ganglions qui vont se colorer en bleu. Et ils vont prélever ces premiers ganglions. La plupart du temps, ils arrivent à voir au bloc si ces ganglions sont atteints ou pas. Ils font ce qu'on appelle un examen extemporané et ils arrivent à décider s'ils enlèvent plus ou pas. Bon, malheureusement, des fois, ils n'arrivent pas à voir suffisamment et au bout de 2 à 3 semaines, quand on a les résultats finaux, si sur ces 2 ou 3 ganglions sentinelles, malheureusement, ils étaient tous positifs, eh ben, ils seront obligés de réintervenir pour enlever plus de ganglions parce qu'on ne laisse pas le doute. C'est comme les berges, quand elles sont pas assez saines, on laisse une berge de 1 cm quand on enlève une tumeur ou même la mastectomie. Si le tissu à 1 cm n'est pas sain, hop, il y a reprise. Donc ça, malheureusement, ça arrive et ça fait des opérations supplémentaires, des cicatrices supplémentaires et des complications qu'on va prendre en charge nous. Voilà pour cette première partie du bilan. Donc la première chose qu'on va regarder après, donc on a interrogé la patiente et après on va la déshabiller. Ça c'est un grand moment parce que la patiente qui vient, elle n'est pas prête tout de suite à se déshabiller. Déjà elle-même, elle n'ose pas se regarder. Mais bon, en discutant un petit peu avec elle, on y arrive et nous on va regarder en premier lieu ses cicatrices, savoir où elles sont et dans quel état elles sont, ainsi que l'état de la peau selon le moment où elle vient, parce qu'elles viennent pas toujours juste après l'opération. Au mieux, on les voit dans les 15 jours parce qu'elles se sont pleines de problèmes et de douleurs d'épaule. Ou alors, à l'issue de la première visite avec le chirurgien, c'est-à-dire à 1 mois, là, il va commencer à lui donner de la rééducation. Mais parfois, on arrive bien après et puis on arrive quand il y a des problèmes. Donc, pour vous montrer quelques exemples, donc en fait, on assoit donc une tumorectomie, donc on a les 2 seins qui sont entiers et on arrive à avoir des cicatrices. Donc, j'ai mis des petites flèches pour montrer les zones de cicatrices qu'on peut rencontrer. Donc, on peut en avoir ici. On peut aussi en avoir, pour ceux qui font un peu mieux maintenant, la technique récente, c'est de découper autour de l'aréole parce que ça permet d'aller accéder aux tumeurs dans n'importe quel cadran. Donc, on peut avoir le cadran ici, on peut avoir le cadran là, supérieur, inférieur, et ça évite de faire des découpes qui sont pas jolies, mais bon, on en voit encore. Hein. Ça, moi, j'en ai un, et c'est sa signature dans le centre à côté de chez moi, de mon cabinet. On peut avoir aussi la cicatrice dans le ganglion, dans le creux axillaire, pour aller chercher le ganglion sentinelle. Ici, on a une autre cicatrice, elle est très importante. En fait, les femmes qui vont avoir de la chimiothérapie, on va leur installer une chambre. C'est une chambre, plutôt que de piquer dans les veines, on installe un porte-à-4, ça s'appelle, et on le met à l'opposé du sein opéré. C'est comme ça, c'est plus pratique, ça évite d'autres adhérences, mais c'est toujours fait du côté opposé. Quand on a une mastectomie, on a une grande balafre. Donc celle-là, elle est très moche, hein, parce que là, il faudrait qu'ils fassent faire de la couture, mais en gros, ils ont laissé... ça a été très bien décrit pourtant dans les manuels de chirurgie, j'avais retrouvé ça. C'était Paget qui avait dit ça. Faites attention à ce reliquat, on ne doit pas le voir. Mais bon, malheureusement, on le voit encore. Et quand les femmes baissent leurs bras, elles sont gênées avec une espèce de poche qui va plus ou moins gonfler, qui est adhérente à ce niveau-là. Voilà. Mais en théorie, on est censé avoir une grande balafre. Alors, ils font pas petit parce que c'est pas intéressant. Je sais plus quelle était l'explication, mais ils savent pas faire petit. Et nous, notre travail, ça va être, si elle prévoit une reconstruction, c'est d'améliorer tout ça. Donc,
Sur la diapo suivante, je continue mon bilan. Donc, une chose hyper importante, le cancer du sein, ça ne se résume pas à un potentiel lymphœdème du membre supérieur, pas du tout, puisque maintenant on est à des chiffres très intéressants, tout confondu, creux axillaire, chaîne ganglionnaire enlevée ou ganglion sentinelle, on tombe à 16% de risque de lymphœdème, ce qui est quand même très peu et tant mieux. Donc on a beaucoup de choses à faire autrement. On a un travail sur l'épaule. Elles sont bloquées, elles veulent pas bouger, elles ont peur de tirer sur la cicatrice, elles s'ankylosent très vite. Et donc on est là pour intervenir vite. Elles ont pourtant des formulaires qui sont donnés, des idées d'exercice à la sortie. Il faut pas trop bouger, hein. Les chirurgiens demandent pas plus de 90 degrés de flexion d'antépulsion au départ pour pas trop tirer sur la cicatrice. Et puis, il faut faire aussi le point avec les douleurs, hein, savoir si elles ont des douleurs au bras, au sein, au thorax, dans le creux axillaire. On fait le point, on fait le tour. Et une chose très, très, très importante qu'on ne sait pas faire si on n'a pas eu de cours en institut de formation initiale, c'est les thromboses lymphatiques superficielles qui sont, elles, souvent à l'origine de toutes ces douleurs en réalité. Je vais vous montrer sur les photos à quoi ça ressemble. Voilà ce que c'est des thromboses. Les patientes se sentent complètement bloquées et limitées, comme si elles avaient un bras trop court. Donc en fait, elles ont ce qu'on appelle des cordes lymphatiques. Et quand on tire sur le bras comme ça, on voit ça. Donc ça fait hyper mal. On peut en avoir, là, on est sur une reconstruction, je ne sais pas si vous voyez bien, sur la photo de droite, on est sur les reconstructions immédiates ou même en deuxième intention, souvent avec des prothèses. On peut avoir aussi ces cordes à ces endroits-là. Donc les cordes, elles sont dues à des sténoses qui ont été faites pendant l'opération où on a écrasé ces vaisseaux. Et si on suit, là j'ai pas pris de photo, mais on les a jusqu'au coude, voire jusque dans l'avant-bras. Donc on les suit et il faut les étirer en fait. Hein. C'est ça qui va libérer la patiente, mais elle a une douleur vive et qui pique. Donc elle déclare toutes la même chose. Hein. On les soulagerait très vite et c'est pour ça que c'est vraiment dommage qu'on les ait pas plus tôt parce que ça vaut vraiment pas le coup de souffrir. Et aucun antalgique en fait n'est efficace. Il y a même des fois des centres antidouleurs qui prennent ça. C'est pas efficace du tout. Il faut juste étirer ces cordes. On a aussi d'autres choses à voir. On a beaucoup de patientes, ça arrive fréquemment, ce qu'on appelle des lymphocèles. C'est pas un œdème lymphatique, c'est un épanchement de lymphe, ce qui est pas tout à fait pareil. Hein. Donc ça apparaît très très vite après l'opération. Puis là, je vois que sur ma photo, c'était quand même à J30 sur la photo de gauche. Donc on en a dans le creux axillaire et on peut en avoir aussi au niveau d'une mastectomie où là, si on touche, en fait, c'est tout liquide. Et tant que c'est liquide, ça vaut le coup de les renvoyer dans leur centre et qu'elles se fassent ponctionner. Donc, on ne va pas ponctionner ad vitam aeternam, mais cette patiente, par exemple, je l'ai renvoyée en une fois, ça a été fait. Malheureusement, il y a des patientes qui vont sécréter beaucoup plus. Et pour l'instant, on n'est pas d'accord, mais eux, ceux qui travaillent depuis plus longtemps, les chirurgiens, ne font pas de compression derrière. Moi, j'adorerais pouvoir comprimer derrière, parce que la nature ayant horreur du vide, si on ponctionnait et que derrière, on faisait une compression, peut-être que la lymphe irait se résorber dans des autres endroits et elle se résorberait dans les tissus interstitiels, autre que cet endroit qui avait été laissé libre localement. Voilà ce qu'on peut voir aussi. Donc à gauche, on a une radiodermite. C'est une patiente qui a fini sa radiothérapie. Hein. C'est vraiment tout à la fin où on va voir ça. C'est pas anormal. C'est la radiothérapie va faire monter au fur et à mesure. C'est pas comme le coup de soleil qu'on prend la première journée. C'est petit à petit et la dernière semaine, platch, on voit ça et c'est fréquent. C'est bon. C'est pas anodin, mais là on ne touche pas. Hein, dans ces cas-là, on ne va pas inflammer davantage. Les petits marquages qu'on voit ici et là, hein, c'est là où la radiothérapie ou le radiothérapeute va se mettre, la machine ce sont des points cibles qui ont été calculés avec des scanners. Et alors là à droite, c'est pareil, une cicatrice pas belle du tout d'une mastectomie. Hein, donc on finit par réussir à améliorer ça.
avec des techniques de massage diverses et variées que je vous décrirai après. L'objectif pour la kinésithérapie, c'est de prévenir et de combattre les limitations articulaires, notamment pour les patientes, pour qu'elles puissent avoir une mobilité normale pour s'habiller, pour la vie courante, mais aussi dans un temps assez rapide, c'est-à-dire si elles n'ont que de la radiothérapie, c'est d'avoir une amplitude minimum pour pouvoir réaliser la radiothérapie, parce que la radiothérapie, les femmes sont dans une position où elles sont à 90 degrés au minimum d'amplitude, et il faut qu'on récupère ça assez rapidement. Ensuite, il faut améliorer aussi la posture pour lutter ce qu'on appelle, nous, l'APS, c'est l'attitude de protection du sein. Les femmes s'enroulent complètement vers l'avant pour protéger soit le sein, soit la zone opérée, et elles se rétractent avec un grand pectoral qui est ultra puissant, vous le savez. Même les femmes qui se tiennent déjà très en avant pour pas trop montrer leur poitrine, pour celles qui ont des fortes poitrines, mais qui ne veulent pas les exposer, et elles ont des attitudes avec des magnifiques salières, mais ça, on a le grand pectoral est très puissant et il se rétracte à une vitesse grand V. On doit aussi améliorer la qualité mécanique et esthétique des cicatrices et des tissus. On doit éviter les adhérences. Vous avez vu, ça adhère très vite. Quand on voit les photos que je vous ai montrées, on met vraiment plusieurs mois à récupérer des adhérences. La récupération des gestes de la vie quotidienne, autant pour le sein, pour la main, pour le bras, il faut bouger le plus rapidement possible. Il faut prévenir et drainer et contenir les lymphœdèmes. Les lymphœdèmes arrivent plus tard, ils sont rarement dans les premiers mois, il n'y en a pas. Donc la cotation à MK15, elle est ridicule, puisque 15,5 je crois, parce qu'elle est prévue pour du post-opératoire avec un lymphœdème, mobilisation du membre supérieur. C'est l'addition en fait de tous ces actes qui sont faits, plus un bandage. Or, dans les 3 mois qui suivent l'opération, on n'a par chance pas de lymphœdème. Il n'y a pas de raison. Donc, ça arrive, mais c'est très rare. Donc, malheureusement, cette nomenclature a été mal faite quand elle a été proposée, et en plus il faut y rester 1h30. Bref. Ensuite, il faut prévenir ou lutter contre les douleurs, aider à la détente et à la relaxation musculaire. Donc là, on fait le tour du propriétaire parce que c'est devant, derrière, l'omoplate, il y a du travail à faire. Lutter contre la fatigue et le déconditionnement à l'effort, c'est-à-dire que les femmes notamment qui sortent de chimio ou qui sont en pleine chimio, il faut les inciter vraiment à faire de l'activité physique, pas importante, mais on est plus fatigué à se vautrer sur son canapé comme on fait en ce moment à regarder Netflix que à faire du sport. Et quand on fait du sport, on a une fatigue certes, mais c'est une fatigue qui aide aussi à évacuer la chimiothérapie. Et on a remarqué que c'était beaucoup plus efficace, donc il faut les inciter au moins à sortir, à aller marcher et de surtout pas rester à rien faire dans leur canapé, à subir la chimiothérapie. Et enfin, donc les réadaptations à l'effort, ça c'est pour un peu après, et aider à se réapproprier son corps avec ou sans reconstruction. Tout ça, ça dure des mois en fait. On a une prise en charge du patient. Là, on a maintenant des ordonnances qui sont non quantitatives, mais on reste longtemps avec les patientes. Après, ça dépend si elles reprennent rapidement leur travail, mais en général, elles ne reprennent pas avant 1 an, avant le début de l'annonce du cancer, pour peu qu'elles aient des soins d'immunothérapie, ça dure 1 an. Donc, elles prennent leur temps pour faire le point en fait, souvent. Après, il y a celles qui reprennent leur travail parce que elles veulent réfléchir à autre chose. Elles s'épanouissent mieux dans leur travail, ce qui n'est absolument pas une contre-indication. Donc, il faut respecter avec ces femmes leur emploi du temps et voir avec elles tout ce qui est bien. On est des bons conseils, on passe du temps avec elles, on parle beaucoup et ça, c'est vraiment important. Donc la prise en charge, elle se fait quand et elle se fait à partir de quand? Donc on peut commencer à J+1 et puis même à l'hôpital quand on a la chance d'avoir un kiné dans les centres, ils peuvent passer dans les hôpitaux qui font de l'oncologie, elles peuvent passer pour leur donner des conseils.
Maintenant, on a de plus en plus de chirurgie ambulatoire qui sont très bien suivies, mais là se développent en fait des prises en charge au moins soit à J-1 ou au moins pour leur expliquer ce qui va se passer, ce qu'on va leur demander après parce qu'elles ont énormément d'informations, donc elles ont beaucoup de choses à lire, beaucoup de précautions, beaucoup de ceci, elles doivent prévoir beaucoup de choses, mais quand c'est redit par le kiné, eh elles comprendront peut-être un petit peu mieux. Donc, on peut faire la rééducation pendant la chimio, pendant la radiothérapie, parce que en fait, il y a plein d'effets secondaires où on peut les aider, même si parfois, pendant la radiothérapie, certains centres demandent à ce qu'on touche pas. Là-dessus, il y a des désaccords. Donc la prise en charge pendant la chimio, ça peut être de tout, hein, du drainage s'il y a de l'œdème, du massage de détente, de la mobilisation. Alors des pieds, ça peut vous paraître curieux, mais il faut pas oublier que les molécules sont très agressives et donnent ce qu'on appelle des syndromes main-pied, qui sont des paresthésies importantes. Ce sont les taxanes, je crois, qui favorisent ça et qui donnent des neuropathies qui perdureront longtemps après. Donc en fait, leur faire mobiliser ces zones qu'ils ne sentent moins bien, c'est vraiment intéressant. Comme je disais, les encourager à bouger pour lutter contre la fatigue. On peut leur donner des conseils diététiques. Alors attention, hein, on entend des régimes sans sucre, cétonique. On se méfie, on écoute les patientes s'informent de partout, elles veulent combattre ce cancer coûte que coûte, mais elles vont dans des délires parfois limite sectaires, je pense, mais il faut rester à notre place et s'informer vraiment beaucoup sur ce qui est dit sur le plan scientifique. Ensuite, bien sûr, on poursuit les soins kinés sur l'épaule parce que, comme je disais, les taxanes favorisent à nouveau les cordes lymphatiques en plus du syndrome pied-main. Et on verra qu'en radiothérapie, c'est pareil. Pour lutter, pour la prise en charge de l'épaule, par exemple, hein, les luttes contre l'attitude protractrice du sein, on le fait avec des massages, des étirements, des muscles clés, un petit et grand pectoral. C'est exquis, hein, le petit pectoral à masser, elle déteste. Mais bon, ça les soulage quand même beaucoup parce qu'elles gagnent vite en mobilité. Les raideurs de l'épaule, donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, et le renforcement musculaire qui n'est pas spécifique, hein, et tout ce qui va être redressement dans un premier temps. Il y a plein d'exercices qui sont faits maintenant. Jocelyne Roland nous en a fait des magnifiques pendant le confinement. On trouve ça sur son compte Instagram, c'est superbe. Je en ai pris d'ailleurs pour des patientes pour le travail en confinement. Voilà, donc pour les thromboses lymphatiques, donc il faut déjà les repérer. Il faut vraiment les vérifier, hein. Donc on en a dans le creux axillaire. On peut en avoir sur le bras, mais je vous ai dit, j'ai pas fait de photo de ça. Dans le coude, l'avant-bras, et on peut en avoir aussi sur le thorax, hein. Donc quand vous avez des prothèses, allez vérifier, hein. On élève le bras, on tire sur la peau au niveau des côtes, sous le sein. Le sein est ici, là. Et on voit vraiment ces brides qui sont gênantes et qui peuvent descendre jusqu'au niveau dans l'abdomen. On suit en fait, on les suit. Voilà, donc on les traite par étirement. Des étirements doux avec de l'expiration, le tout en abduction, élévation, abduction, rotation externe, supination, extension du poignet. On va au plus loin et on rajoute en plus de l'expi guidé. Et là, elles sont le plus étirées possible. Et c'est une façon, alors ça peut craquer, on peut étirer les aider aussi. Et voilà. Alors on fait aussi sur du cat-taping. Moi, j'ai pas fait la formation en cat-taping et Jocelyne Roland a beaucoup de bons résultats sur le cat-taping. Moi, j'en ai un petit peu moins, mais il faut que j'aille faire la formation, hein. J'aimerais bien que l'ONREC propose un cat-taping lymphœdème ou des choses comme ça, mais ou cat-taping tout court parce que je crois qu'il y en a pas en ce moment. Mais je lance une possibilité. Et voilà, et puis leur apprendre à faire des auto-étirements sans douleur. En cas de lymphœdème, on a
il y a maintenant un consensus. Hein, on fait pas le drainage lymphatique préventif, ça ne sert à rien. Ça, c'est Stéphane Vigne à Cognac-Jay qui est le chef de service de lymphologie, qui a écrit un article très intéressant, qui a écrit les mythes et les réalités sur le lymphœdème, notamment. On dit souvent aux patientes, oui, il faut pas faire de prise de tension sur le bras côté opéré, de prise de sang, de porter des poids, de faire ceci, ça va vous provoquer des lymphœdèmes. En réalité, là, il a écrit un article avec des choses bien randomisées, donc c'est extraordinaire. Ce sont les Australiens qui font beaucoup ce genre de choses. Nous, on n'avait pas fait ça, mais en tout cas, ils ont testé. Et c'est pas parce qu'on porte des charges lourdes, ils ont fait des tests sur des haltérophiles qui avaient été opérées d'un cancer du sein, qui font de l'haltérophilie. Elles n'ont jamais développé de lymphœdème secondaire. Pareil pour la prise de tension, ils ont étudié sur des femmes opérées d'un canal carpien. Elles ont eu un cancer du sein, donc elles ont été opérées et ces femmes-là ont eu un canal carpien. Ça, c'est fréquent. Donc, quand on opère d'un canal carpien, qu'est-ce qu'on fait? On fait un garrot pneumatique. Donc, le garrot pneumatique qui dure pas très longtemps, soit un quart d'heure, 20 minutes, mais bien plus que la prise de tension. Sur cette cohorte de patientes, il n'y a pas eu de développement de lymphœdème. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui ont été randomisées et bien vues. Et du coup, là, on peut dire, on arrête de transmettre ce qu'on nous a transmis, nous, dans nos cours. Hein. Moi, nous, c'est ce qu'on nous disait. C'est ce qu'on a continué à dire aux infirmières qui, elles, retransmettent ce qu'on leur a appris. Voilà, donc on espère que maintenant que c'est enseigné dans les IFMK, qu'on arrive à transmettre les bonnes informations, notamment que le port de poids, alors pas dans les 3 premières semaines, on est d'accord. Mais bon, malgré tout, les lymphœdèmes existent, et quand ça apparaît, il faut pas rêver, ce sera une maladie chronique. Donc l'idée, c'est que on va le drainer, mais c'est pas suffisant. Si ça dépasse plus de 3 cm de différence par rapport au membre opposé, eh ben, il faudra savoir proposer un bandage supplémentaire à la patiente faire des cures de bandage. Donc, il y a différentes façons de bander. Ça fait l'objet des formations plus typiques de la prise en charge du lymphœdème avec le drainage lymphatique. Mais en tout cas, c'est ce qui est utilisé. On peut prescrire les bandes. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et le drainage lymphatique seul, Jean-Claude Ferrandez, qui est assez pointu sur le sujet, a prouvé que c'était pas suffisant. Donc, on peut éventuellement permettre que ça empêche d'évoluer, mais à peine. C'est vraiment pas suffisant sur des lymphœdèmes installés. C'est vraiment la cure de bandage qui va être le plus efficace. Et enfin, l'activité physique adaptée. Hein, on a notamment Jocelyne Roland, que vous avez là en photo là-haut de dos, qui a créé notamment Avirose et qui a créé aussi Rose Pilate. Donc pour ceux qui sont intéressés par ça et qui peuvent organiser ça dans leur cabinet, parce qu'il faut avoir un petit peu de place, elle propose ce genre de formation et bon, ça peut être autre chose, hein, mais voilà, la suite après, c'est pour éviter les récidives, il faut bouger. Les femmes qui ont eu notamment des cancers hormonodépendants vont prendre des traitements anti-hormones et ces traitements anti-hormones vont perturber les estrogènes et notamment, et du coup vont avoir tendance, le corps réagit et lui il veut aller chercher quoi? Il veut refabriquer des estrogènes. Donc les estrogènes on les trouve dans les surrénales, mais quand il n'y a plus d'estrogènes dans les surrénales, quand elles sont ménopausées, eh ben elles vont aller les fabriquer dans les cellules graisseuses. C'est pour ça qu'on demande aux femmes, on en retrouve, le corps est formidable, il s'adapte et il va essayer d'en recréer. C'est pour ça que les femmes grossissent notamment à la ménopause, puisque il n'y a plus d'œstrogènes, donc on essaye de trouver ça. Si on n'a pas un régime équilibré et qu'en plus on est un peu sédentaire, pouf, on va faire popcorn. Et les cancérologues demandent aux patients d'éviter de prendre plus de 5 kilos parce que au-delà, le risque de récidive serait de l'ordre de 20%. Donc, on entend beaucoup parler de l'activité physique adaptée pour les maladies chroniques. On sait que c'est un moyen important de lutter contre cette
n'importe quelle maladie chronique, hein, on le voit dans le diabète, on le voit, leur traitement est stabilisé complètement avec l'activité physique adaptée, on le retrouve dans le cancer du sein pour éviter les récidives, pour éviter qu'elle fasse du lard, et puis bah, ça fait du bien à tout le monde. Voilà, et j'ai terminé. Christine, je te laisse le mot de la fin. Je te remercie encore et je te souhaite une très bonne soirée. Bah, merci beaucoup à tous d'avoir été si nombreux. J'étais contente de vous présenter ça et puis bah, j'espère qu'on se retrouvera dans une formation plus approfondie. N'hésitez Merci. pas si vous avez des questions. Bye bye.